Salut tout le monde, bienvenue à C'est quoi ta spécialité? Cette semaine, on a reçu Dr. Hadji Nicolaou, qui est un neurologue pédiatrique à l'hôpital Sainte-Justine. Ouais, ça a été une discussion vraiment intéressante. Il nous a montré un autre chemin pour entrer en pédiatrie qu'on connaissait pas. Fait que pour les gens que c'est une spécialité qui leur intéresse, on sait que c'est full compétitif rentrer. Pour vrai, écouter l'épisode, vous allez peut-être avoir une autre option dans votre manche que vous ferez sortir. Puis il a dépeint un portrait de cette spécialité-là avec brio. Pour vrai, après l'épisode, j'ai vraiment une bonne idée de ce que ça fait, de c'est quoi son quotidien, c'est quoi les hauts, c'est quoi les bas. Donc, je vous le conseille fortement. Bon épisode! On aimerait prendre un petit moment avant l'épisode pour remercier nos commanditaires Archer qui nous commanditent maintenant pour la 3e saison d'affilée. C'est pas rien. Ouais. Donc, Archer, c'est une firme de finance qui est vraiment spécialisée en les étudiants en médecine puis pour les médecins. Donc, qui offre un service qui est clé en main, qui est simple, qui vous permet d'avoir un premier rendez-vous gratuit. Donc, en bref, si vous avez des questions, c'est vraiment la place où aller. Ils savent de quoi ils parlent. Ouais, puis les rendez-vous sont gratuits pour les étudiants en médecine. Fait que pour vrai, tu sais, prends ton rendez-vous, le lien est en dessous de la vidéo, puis ils vont répondre à toutes tes questions sur comme la marge de crédit, les prêts et bourses, les placements que tu aimerais peut-être faire. Fait que envoie-leur un petit message. Merci Archer. Merci, Dr. Hadji Nicolaou, d'avoir accepté notre invitation. Pas de problème, avec plaisir. Oui, ça a été quoi votre parcours vers la médecine? Est-ce que ça a été comme directement du cégep ou il y a eu quelques détours? Non, direct du cégep. Je suis rentré en médecine à l'Université de Montréal. J'ai fait pré-med mes 4 ans là-bas. Puis après, j'ai fait 2 ans de résidence en psychiatrie. J'ai transféré pour pédiatrie générale. J'ai fini ma pédiatrie générale, les 4 ans à McGill. Puis ensuite, je suis allé à Toronto pour ma neurologie pédiatrique. OK. Avec 3 ans là-bas. Puis ensuite, j'ai fait un fellow en neurophysiologie et épilepsie à Boston. Oh, wow, OK. Un bon parcours. Ouais, quand même, beaucoup d'années là-dedans. C'est quand, durant vos études, que vous vouliez... Vous avez dit que vous avez commencé en psychiatrie. Fait est-ce que durant les études, c'était clair depuis le début que c'était la psychiatrie, puis vous enlignez vers ça, ou il y a tout le temps eu un peu d'hésitation avec la neuro aussi? C'était principalement la psychiatrie dès le début. Dans ma première année de médecine, quand on était exposé à la neurologie et à la psychiatrie, j'aimais les deux, mais je trouvais que la psychiatrie, c'était quelque chose où on pouvait vraiment comme tisser des liens plus profonds, comme avoir... ça me fascinait beaucoup le fait d'avoir comme une alliance thérapeutique dans laquelle comme l'outil thérapeutique était comme toi. Mm-hmm. You know, c'était quand même cool comme concept. J'ai vraiment aimé comme les stages en urgence psychiatrique. Puis c'est vraiment comme à l'externat où est-ce qu'on devait faire des stages à option un peu en pédiatrie que j'ai vraiment aimé les enfants. Fait que je me suis dit, OK, pédopsie, ça fait du sens. J'ai fait des stages comme les stages électifs en médecine interne. J'ai choisi des stages de neuro parce que je pensais que c'était plus connexe. Puis j'aimais la neuro, mais je trouvais que la neurologie adulte, c'était pas nécessairement pour moi. J'avais pas eu de stage en neurologie pédiatrique, fait que j'avais jamais été exposé. Fait que je suis allé dans cette direction-là. Puis... comme j'ai fait un stage, j'ai eu la chance de faire un stage en neuropsychiatrie adulte au Montreal Neurological Institute que j'ai vraiment trippé. Mais j'aimais quand même plus les enfants. Fait que je me suis dit, OK, je pense que je peux amener la neuropsychiatrie pédiatrique puis être comme la personne qui va amener cette spécialité un peu. Puis finalement, comme j'ai rendu au CARM, c'est comme j'étais vraiment pas mal sur de psychiatrie. J'ai appliqué en pédiatrie en 2e choix, mais j'ai commencé en psychiatrie. J'ai aimé le début parce que la première année, on fait beaucoup de médecine interne, puis comme j'étais comme la voix de pédopsie, on faisait tous nos stages, nous, en pédiatrie. Donc, c'était vraiment le fun. Mais mon 2e mois de résidence, c'est là que j'ai eu un stage obligatoire en neuropède, puis que j'ai vraiment comme été exposé à quelque chose de complètement différent que j'avais jamais vu, puis ça a comme tout changé pour moi. J'ai réalisé pas mal rapidement là, que en faisant de la neuropède que c'était vraiment ça que je voulais faire pour le reste de ma vie. Mais c'était un peu difficile là, de changer. Je sais pas si vous avez déjà vu comment ça fonctionne pour changer de programme de résidence. Ah, c'est vraiment compliqué au Québec. Dans le fond, il y a des cartes de stage qui sont émises par année de graduation. Fait qu'au Québec, par année, comme dans une certaine cohorte, il y a un nombre de cartes de stage par spécialité. La neurologie pédiatrique, ça partage les cartes de spécialité avec la neurologie adulte. Donc, il y a comme un certain nombre qui peut aller en neurologie, puis par année, c'est décidé, OK, tant de postes en adulte, tant de postes en pédiatrie. Puis tous les postes de notre année étaient comblés déjà.
Puis même s'il y avait un poste qui allait se libérer, la priorité aurait été comme en neurologie adulte. Fait que ça devenait comme impossible de transférer en neurologie pédiatrique. Fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui lâche le programme pour que Ouais. vous ayez une chance de rentrer en tant que... Exact. OK. Ah, c'est intéressant. Soit qu'il lâche le programme ou qu'il meurt ou je sais pas. Fait que, Prends sa c'est- retraite. C'est ça, c'était comme. Genre. Puis il faut que ça soit de ta cohorte spécifiquement. Ça peut pas être quelqu'un d'une autre cohorte parce que c'est par année. Oh, wow, OK. Donc les chances étaient comme 0. C'est ça, parce qu'en Européde, je pense qu'il y a environ un étudiant par année. Ou Ouais, un deux, étudiant par année tu sais. au Québec. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas... C'est ça, les chance chances, que les ça chances aille sont décide C'est de... ça. minimes. Ouais. Fait que c'était pas mal sûr que ça allait pas marcher. Fait que là, j'avais dit, comme, ben, c'est quoi mes autres options pour changer? Puis ils m'ont dit, ben, ta seule autre option, c'est de faire pédiatrie, puis ensuite d'appliquer comme dans une surspécialité en neurologie pédiatrique, mais qui n'existe pas au Québec. Fait que ça serait comme d'aller à l'extérieur. Fait que j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai regardé est-ce que c'est faisable, parce que c'est quand même un gros gamble changer pour pédiatrie générale quand t'es pas sûr de vouloir être pédiatre. Ouais. Mais j'étais sûr que c'était la voie pour moi, fait que j'ai comme mis mes œufs dans ce panier-là, puis ça a marché. Wow, c'est fou. C'est sûr que les gens savent pas là, que c'est une option de faire ça, là, Non, c'est ça. d'aller en pédiatrie pour, mettons, se rediriger. Non, Vers puis la c'est une maison. spécialité comme différente. C'est une spécialité que la plupart des gens font comme 5 ans séparés. La plupart des gens en pédiatrie, comme mes résidents en pédiatrie, le savent pas là, que c'est une option. Fait que c'est... Puis vous avez dit que ça se donne pas au Québec. Est-ce que ça se donne ailleurs au Canada? Oui. Donc, ça s'offre à Toronto pas mal à chaque année, à Halifax comme une année sur 2, à Chio des fois, à Hamilton, ça s'offre, à McMaster, puis à BC. OK. Puis ça, c'est 3 ans, ce programme-là. Ouais. OK. Fait que quand même. Après la résidence de pédiatrie de 5 ans, De 4 ans. Ouais. 4 ans, OK. Ouais, c'est 4 C'est ans la vrai, pédiatrie. c'est 4 ans. Ouais. Ouais. Puis ça a été comment de faire ces 4 ans-là en sachant que, tu sais, il y a beaucoup de ces choses-là qui allaient pas nécessairement être utiles? Ben, c'est quand même. Premièrement, je pense que tout est utile. Parce que je pense Ouais, que comme, tu sais, on c'est apprend de toutes nos expériences. Fait que ça, c'est. Puis c'est vraiment. La pédiatrie, c'est vraiment le fun. Fait que c'est vraiment comme une résidence, le fun. C'est des connaissances qui sont utiles. Puis peu importe ce que tu vas faire en termes de spécialité sur spécialité plus tard, la première question, comme sur spécialiste, que tu te poses tout le temps, c'est est-ce que c'est quelque chose. Est-ce que ce problème-là est un problème dans mon domaine ou pas? Même avant de comme arriver à un diagnostic. Comme ça fait partie de notre approche là, au patient. Fait que le plus de choses à l'extérieur de ton domaine spécifique que tu sais, que tu es au courant, le plus que ça te permet d'avoir comme un diagnostic différentiel, le plus d'avoir une idée de comme, OK, oui, je suis encore plus certain que c'est pas dans mon domaine parce que je sais que c'est dans ce domaine-là. Puis savoir à qui référer aussi. Là. Exact. Puis de mieux collaborer, puis de travailler beaucoup avec des problèmes multisystémiques, comme, tu sais, ça aide d'avoir cette aise-là. Fait que moi, je pense que c'était juste bénéfique. Mais en même temps, c'était pas si long parce qu'on applique vraiment tôt aux CARBS de surspécialité en pédiatrie. Parce que le match, c'est comme après la 3e année. Fait que l'application, c'est 18 mois avant ça. Wow, OK. Fait que c'est dans le début de la 2e année que les gens appliquent. Puis moi, comme j'étais off-cycle à cause du transfert de programme, j'ai appliqué 6 mois après le début de ma pédiatrie. Fait que Fait que vous Fait devez que vraiment c'était pas savoir si ce que long. vous allez- c'était comme 6 mois d'appliquer. Comme j'aurais pu appliquer l'année d'après, mais comme moi, je voulais appliquer le plus tôt possible. Mais fait que 6 mois après le début, j'ai appliqué. J'ai fait un stage à option à Toronto, justement, en neurologie pédiatrique. J'ai appliqué. Puis on a eu les résultats comme juste 6 mois plus tard. Mais c'était quand même rassurant de savoir que, OK, maintenant, comme ma voix est un peu assurée. Ouais, c'est ça, quand même. Hein. Mais il faut savoir tôt d'abord si on va en pédiatrie, qu'est-ce qu'on veut potentiellement faire comme sous-spécialité. Mettons, vous le saviez, mais pour d'autres gens, ça peut être tôt, j'imagine, après ça. Ah ouais, ça peut être vraiment tôt. Mais je dirais qu'en pédiatrie, on a tellement une exposition variable, comme pas une exposition qui est comme riche et à toutes sortes de choses vraiment tôt dans la résidence. Fait que je pense que la plupart du monde trouve qu'on a assez de temps pour trouver. Puis on a aussi 2 options. T'sais, on peut le faire après 3 ans ou après 4 ans. Fait que ça aussi, ça aide. Puis vous avez dit plutôt que durant votre résidence en psychiatrie, vous avez fait un stage en pédiatrie neurologique, puis ça a changé votre vie. C'est quoi exactement ce qui s'est passé? Là? C'est quoi qui vous a allumé durant ce stage-là? C'est quoi qui a fait que vous étiez comme, ouais, moi, je lâche tout, là, ce que je suis en train de faire pour changer? Ben, c'était comme une sensation que j'avais pas eue comme auparavant. C'est d'aller à l'hôpital, puis à chaque jour, là, se réveiller sans réveil matin. Comme d'avoir hâte d'aller comme à l'hôpital, d'avoir hâte de lire les dossiers, d'avoir hâte de comme, mais c'est quoi le résultat de tel test qu'on a proposé hier? C'était comme une excitation avec
tous les cas, comme les cas les plus... en neurologie pédiatrique, il y a une grande variété de ce qu'on voit. Là. Il y a des choses qui sont hyper bénins, que les gens comme sont juste pas sûrs c'est quoi, puis il y a des choses qui sont vraiment très sévères et qui portent un pronostic là, beaucoup plus sombre. Puis tout était excitant pour moi. Comme, même de voir un diagnostic de quelque chose de hyper rassurant parce que je trouvais ça tellement intéressant. Je me rappelle qu'il y avait un bébé il devait avoir 8-9 mois, qu'on avait été consulté pour suspicion de convulsions, mouvements anormaux. Puis, je vais prendre l'histoire, là, puis les parents me disent, ben, c'est à chaque fois qu'ils mangent une pomme. And I'm like, qu'est-ce que vous voulez dire à chaque fois qu'ils mangent une pomme? C'est bien bizarre, là. Fait que je suis comme, est-ce que vous pouvez me démontrer, comme avez-vous une pomme avec vous? Fait que là, il y avait une pomme, il la met dans sa bouche, puis il commence à avoir comme des frissons, là, tout le corps. Puis là, comme pour moi, j'étais comme, oh my God, j'ai jamais vu ça. C'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une convulsion? Est-ce que c'est quelque chose? Comme je sais pas, c'était ma première exposition à ça. Puis là, comme je fais un examen physique, puis je révise des choses, puis je suis pas trop sûre. Puis là, je vais voir la patronne, puis je lui décris le cas, puis juste en écoutant ma description, elle est comme, ben c'est clair, c'est des shuddering attacks. Puis j'étais comme, des quoi? Puis comme, oui, c'est comme un trouble de mouvement qui est bénin, qui est comme vraiment fréquent chez les enfants de cet âge-là, puis là, on regarde des vidéos sur Internet, puis on est comme, oh mon Dieu, c'est exactement ça qu'il vient de faire. Puis on va voir, puis elle voit la famille, puis comme hyper rassurant. Puis j'ai trouvé ça tellement cool de comme pouvoir rassurer quelqu'un, puis de diagnostiquer quelque chose juste basé sur une histoire. Comme ça m'a vraiment marqué, là, comme cette... puis d'un même stage, on a vu des vraies convulsions, de voir comment la neurologue utilisait comme son acumen clinique pour distinguer là, quelque chose de convulsif, de quelque chose qui était plus un trouble de mouvement, quelque chose qui était complètement bénin. Je trouvais ça vraiment cool. Puis on avait aussi une patiente qui était aux soins intensifs avec une épilepsie progressive myoclonique qui allait vraiment pas bien du tout, puis qui n'avait pas encore de diagnostic. Fait qu'on a passé beaucoup de temps à comme, parler de c'est quoi cette catégorie-là de maladie, puis comment ça fonctionne, puis comment est-ce qu'on réfléchit à ces maladies-là, c'est quoi les bilans qu'on doit faire chez ces patients-là, c'est quoi les traitements qu'on doit essayer chez ces patients-là. Puis j'étais comme captivée, je lisais sans arrêt là-dessus. Puis ma senior qui a fait une présentation là-dessus pendant ce stage-là est maintenant rendue ma collègue à Sainte-Justine, puis on travaille ensemble. Puis c'est juste comme un full circle de je sais pas, comme je trouve que ça c'était juste comme les plus beaux moments que j'ai eu dans toute ma formation médicale. C'était vraiment comme dans ce stage-là que j'ai comme découvert. Ouais, c'est beau. Ouais, vraiment. Puis là, j'entends que, tu sais, tous les cas les plus marquants, même tôt, comme ça, dans la découverte de la neuropie, ça avait rapport avec l'épilepsie et les convulsions. Fait est-ce que ça explique un peu, tu sais, le choix de votre fellowship? Est-ce que vous avez su tôt que c'était peut-être une area, mettons, dans laquelle vous vouliez vous sous-spécialiser? Mais à ce moment-là, je le savais pas pour vrai. Comme maintenant, en rétrospect, je suis comme, OK, peut-être. Mais je le savais pas. Je trouvais juste que toute la neurologie était hyper intéressante. Puis, tu sais, en faisant ma résidence en pédiatrie, moi, j'aimais vraiment tout ce qui est soins aigus. Tu sais, j'aimais beaucoup mes stages d'urgence, j'aimais beaucoup mes stages de soins intensifs, mes stages de néonat. Fait que je me suis promené beaucoup là-dedans. Fait que comme quand j'ai matché en neurologie, j'étais comme vraiment comme, OK, comment est-ce que je mets ensemble soins aigus et neurologie? Fait que je pensais initialement à faire plus comme de la neurovasculaire, stroke, parce que c'est quelque chose qui est comme aigu, vraiment cool. Mais là, quand j'ai fait mes stages de neurovasculaire, c'était pas ça qui me captivait le plus parce que la plupart des choses que les neurovasculaires en pédiatrie amènent, c'est un aspect plus comme prise en charge à long terme de vasculopathie complexe, de cardiopathie complexe et de recherche sur tout ce qui se base là-dessus. Mais dans l'aigu, on voit pas des AVC aigus à tous les jours en pédiatrie. Ouais, mais j'aurais même pas cru que c'est vraiment... Tu sais, qu'il y en a... C'est sûr qu'il y en a, mais qu'il y en a assez pour que les gens se spécialisent. Actually, fun fact, la journée dans la vie de quelqu'un qui est le plus à risque de faire un AVC, c'est les premières 24 heures. Dans toute la vie. Fait que c'est vraiment... comme on est à risque dans la période comme de l'enfance, mais comme après cette période-là, le périnatal, c'est un risque qui est beaucoup moindre que les risques qu'on voit là, chez les patients plus âgés avec multiples comorbidités. Puis nous, quand on voit des AVC, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est habituellement comme un double hit de plusieurs choses en même temps. Tu sais, une certaine prédisposition au niveau vasculaire, au niveau génétique, une cardiopathie, une hyper coagulabilité,
Puis ça, qui se surajoute à comme une infection, qui se rajoute à une pilule contraceptive, qui se rajoute à un trouble métabolique. Fait que c'est des cas qui sont vraiment intéressants. Mais ce qui est intéressant, c'est la prise en charge plus chronique et globale que l'aigu, où est-ce que la plupart des temps qu'on a un cas d'AVC, c'est comme un mimicker d'AVC. Puis dans la majorité des cas, ce n'est pas un AVC pédiatrique. Fait que c'est très important d'avoir des algorithmes, de pouvoir agir rapidement, de pouvoir assurer est-ce que c'est vraiment un AVC, puis est-ce qu'on va comme la voie de thrombolyse, thrombectomie, puis prise en charge aiguë, ou est-ce que ce n'est pas un AVC du tout, puis on doit faire d'autres choses. Mais dans mes stages, justement, c'est ça que j'ai découvert là, quand j'étais vraiment en neurologie. Puis les cas qui m'ont le plus marqué, c'est des cas d'épilepsie. Puis justement, c'était comme cet aspect de surprise et de comme humilité qu'on doit avoir. J'étais mon premier stage de neurologie pédiatrique comme fellow de neurologie pédiatrique à Toronto. Puis ils m'ont appelé d'un hôpital extérieur pour me dire on a une petite fille de 4 ans, elle est à l'urgence, elle a l'air super bien, excellent état général, examen neuro normal. La seule chose, son index droit, il bouge de façon rythmique sans arrêt. Puis ça fait des jours que ça arrive. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, ben, c'est quoi ça? Ça doit être rien, là. Ça sonne comme n'importe quoi. Comme, c'est probablement rien. Moi, comme j'étais comme full, je sais pas, je minimisais au téléphone. J'étais comme, c'est sûrement rien, whatever. Je vais parler à mon patron, je vous rappelle. Là, je présente à mon patron, puis je suis comme, encore en train de minimiser la situation au complet. Je suis comme, tu sais, ils m'ont appelé, là, une fille de 4 ans, là, qui va full bien, pas d'antécédents, rien, développement normal. Puis, elle bouge juste son index, là. Ça doit être rien. Puis mon patron est comme, c'est pas du tout rien. T'as-tu déjà entendu parler de epilepsy partialis continua? Puis j'étais comme, non. Il m'a dit, premièrement, tu vas lire là-dessus. Deuxièmement, tu vas les rappeler. Puis tu vas les envoyer dans une ambulance à CKID d'ici à Toronto. Puis on va faire un EEG et une IRM aujourd'hui. Fait que finalement, c'était de l'épilepsie partielle continue, comme un type de status focal sans altération de l'état de conscience, qui finalement, chez cette patiente-là, c'était comme dû à un Rasmussen. Puis elle a fini par avoir de l'immunothérapie pendant des mois, puis ensuite une hémisphérectomie pour se trouver ensuite comme seizure-free, développementalement normal, puis va full bien. Wow. Fait que ça, j'étais comme tellement ébloui par cette présentation-là, puis le fait de comme d'avoir appris autant de choses que je m'attendais pas du tout là, comme quand j'ai eu l'appel là, moi je pensais que c'était rien. Puis je me rappelle encore de comme tellement de comme puis c'est important d'apprendre cette humilité là, puis surtout en médecine en général, mais surtout en neurologie où est-ce qu'il y a tellement de choses qu'on sait pas. J'ai l'impression, quand on parlait depuis le début, qu'il y a beaucoup d'aspects de la neurologie pédiatrique qui est un peu dans le diagnostic, puis dans le comme, on sait pas trop ce qui se passe, investiguer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a accroché? C'est quelque chose que vous recherchez beaucoup à comme jouer un peu à le détective pour trouver... Vraiment. Ça, c'est sûr. Honnêtement, là, c'est tellement cool comme spécialité. Parce que il faut te baser sur tous les éléments, puis tu peux avoir... Tous les tests peuvent être normaux, puis ça peut quand même être neurologique. Fait qu'il faut vraiment comme avoir un acumen clinique pour pouvoir dire, OK, non, il y a telle chose à l'histoire, là, ça accroche. Il faut qu'on fasse quelque chose de plus. Ou comme même si ça, on n'est pas sûr, comme le G, là, il y avait de la dysfonction dans ta gauche. Il faut faire quelque chose. T'sais? Fait que ça, puis on continue constamment d'apprendre. Puis on n'a pas toutes les réponses. Puis les patients, ils se présentent pas comme dans les livres. Fait que c'est juste tellement cool d'être dans une spécialité parce qu'on apprend à tous les jours, où est-ce qu'on doit avoir une humilité tout le temps, puis de dire aux patients, tu sais, je pense que c'est pas grand-chose, mais si ça réarrive, revenez. Comme filmer l'épisode, je vous donne mon courriel, comme il faut qu'on garde contact parce que ça se peut qu'on se trompe. Tu sais, comme on est plus une spécialité, comme il y a plein de spécialités où est-ce que t'es comme, OK, la créatinine est normale, il n'y a pas de problème de rein, tu sais. Ouais. Ou l'écho-cœur est normal, la structure du cœur est normale. C'est pas comme ça en neuro. La structure peut être normale, mais la fonction, on la voit pas avec tous nos tests. Tu sais, on a certains tests fonctionnels, mais c'est un peu différent. Intéressant. Puis c'est dans cette overlap là, qu'on évolue de plus en plus à des zones nébuleuses, parce qu'on est entre la neurologie, la psychiatrie, les troubles fonctionnels un peu. Parce qu'on ne sait pas exactement. Il y a vraiment beaucoup d'inconnus, vraiment beaucoup à apprendre. Mais ça fait pas peur, justement, des fois, cet inconnu-là, C'est sûr, mais comme il faut te mettre dans une position où est-ce que tu as des collègues qui sont là pour, justement, discuter des cas complexes, puis
c'est comme ça, c'est une des très belles choses de travailler comme en équipe, puis dans des centres tertiaires avec d'autres neurologues pédiatres, et comme avec toutes sortes de surspécialités. On discute de nos cas complexes à tous les jours, là. Puis la complexité, tu sais, des fois on parle de complexe, puis on est comme, OK, ça doit être quelque chose qui dépasse dans tous les sens, mais tu sais, même quand tout est comme dans le livre, sauf une chose, comme on y réfléchit une deuxième fois. On est comme, OK, mais pourquoi ça, c'est pas la même chose que ce qu'on voit d'habitude? Comme, est-ce qu'on devrait être plus rassuré? Est-ce qu'on devrait pas être rassuré? Puis c'est de parler avec les autres, puis de voir, OK, puis de challenger constamment, puis de dire aux patients, puis aux familles, comme, tu sais, on pense que c'est ça, mais il y a une certaine incertitude parce que c'est pas exactement ce qu'on voudrait. Comme, c'est ça qui rend que c'est toujours intéressant. Puis, plutôt, vous avez parlé un peu que parfois, vous aimez ça quand c'est bénin puis vous fait rassurer, mais vous avez dit parfois aussi ça peut être vraiment plus noir puis des diagnostics sont vraiment plus difficiles. Comment vous vivez ça avec les enfants, avec les familles? Ça impacte beaucoup de gens? C'est sûr, mais dans toutes les spécialités, il y a des choses qui sont plus difficiles. Comme ça, puis ça, c'est quelque chose de très important quand on fait notre choix de spécialité. Il faut être à l'aise puis heureux avec le bread and butter de la spécialité, puis il faut pouvoir tolérer les choses qui sont moins fun nécessairement. Puis même dans les cas que ça peut être très difficile, ça peut être plus sombre pour des familles, ce que les familles recherchent la plupart du temps, c'est d'avoir des réponses, d'avoir un accompagnement, d'avoir du support. Fait que si on est capable de voir ce que la famille cherche en tant que telle, puis de les supporter ou d'être avec eux dans cette direction-là, c'est ça qui les aide le plus. Parce que souvent, tu sais, quand c'est un diagnostic où est-ce qu'on n'a pas de traitement possible, on n'a pas d'autre chose qu'on peut offrir, juste la façon de présenter les choses, la façon de exprimer à la famille ce qu'on sait, ce qui est inconnu, le fait de dire à la famille qu'on est avec eux, qu'on a des ressources qu'on peut leur partager, ça, pour certaines familles, ça les aide vraiment de pouvoir continuer à poursuivre dans ce cheminement. C'est pas du tout facile là, pour eux. Puis, comme dans toutes les spécialités, surtout en pédiatrie, là, on choisit la pédiatrie parce qu'on aime ça, accompagner les familles à travers des moments plus difficiles. Est-ce que ça arrive plus souvent en neuropédiatrie que dans d'autres spécialités pédiatriques, vous direz? Je sais pas si plus souvent. Mais ça, je pense que toutes les spécialités ont des aspects qui peuvent être plus difficiles, mais je pense que les gens ont une sensibilité particulière à tout ce qui est attrait au système nerveux, parce qu'il y a un impact développemental, il y a un impact donc de comme les interactions de tous les jours, il y a un impact de la qualité de vie et la vie qu'on voit pour nos enfants, pour nos proches. Donc ça affecte beaucoup les gens, là, ça vient chercher les gens, parce que c'est plus facile de voir sa vie une vie avec plus de prise de sang que la personne d'habitude ou plus de médicaments. Mais de voir une vie pour son enfant qui n'est pas celle qu'on imaginait, ça peut être très difficile. Oui, c'est clair. Donc, c'est un accompagnement qui est parti. C'est pas unique à la neurologie, évidemment, mais c'est quelque chose que nous, on voit souvent. Parce que les parents doivent vivre un deuil de l'idée qui s'était faite de la vie future qu'il aurait pour leur enfant et pour l'unité familiale. Ouais. Avec le recul, est-ce que, mettons, vous auriez vu peut-être faire de la neuro en adulte ou c'est vraiment comme... ce serait pas envisageable pour vous, mettons? Non, je pense pas. Okay. Mais c'est sûr que la neurologie adulte est hyper intéressante. Puis quand on fait de la neurologie au Canada, puis on fait que ce soit neurologie pédiatrique, neurologie adulte, il y a un collège royal de neurologie. Ah ouais. Fait qu'on étudie ensemble, on a un groupe d'études ensemble conjoint, on fait des stages en neurologie adulte. Chaque université passe entre 6 mois et 1 an dans l'autre spécialité là, de soit pédiatrique ou adulte. Fait qu'on est proche des gens en neurologie adulte. Beaucoup d'études, on se base sur de l'information, justement, de l'évidence qui vient des adultes. Fait que l'intérêt est là, c'est sûr, mais la population, c'est une population qui... Tu sais, je pense que la plupart des neuropédiatres, c'est une population qui nous intéresse un peu moins, là, la population adulte. C'est une approche qui est un peu différente aussi, l'approche adulte versus l'approche pédiatrique. Puis le bread and butter est très différent. Puis ça fait partie des choix importants, justement, dans le choix de spécialité. Comme... Le bread and butter en neurologie pédiatrique, là, c'est comme beaucoup de convulsions, beaucoup d'épilepsie. C'est comme le tiers, là, c'est de l'épilepsie, minimum, là, en neurologie pédiatrique. En neurologie adulte, le tiers de tout ce qui est comme médecine hospitalière, ça va être des AVC, là, c'est sûr. Puis quand ils font de la clinique externe, mais c'est un peu différent. Là, ils peuvent voir toutes sortes de choses, mais ils voient beaucoup de comme
wrist drop, foot drop, des problèmes un peu neuromusculaires. Il voit beaucoup de facteurs de risque pour des récidives, de AVC. Puis ça, c'était des pathologies qui m'intéressaient un peu moins. C'est sûr que l'épilepsie adulte, je trouvais ça hyper intéressant aussi. Mais c'est pas la majorité de leur pratique. Fait que c'est comme quand il fallait faire un choix entre comme une spécialité globalement, même si l'intérêt intellectuel était là, l'intérêt pratique de tous les jours était un peu moins là. Puis l'approche aussi, on voyait que c'était assez différent. Comme vous avez rencontré des pédiatres, là, on est un peu différents, là, on est un peu plus... on a plus bubbly. Ça, c'est ça. En parlant de tous les jours, de quoi ça a l'air votre quotidien? Le quotidien, ben c'est extrêmement variable. Donc, la plupart des centres académiques, on fait comme des gardes qu'on divise là, par tous les neurologues. Fait qu'on est de garde, on couvre les consultations à l'étage, à l'urgence, aux soins intensifs, en néonatologie, les consultes au centre de jour, les patients qui reviennent, qui ne doivent pas nécessairement être hospitalisés, puis tous les appels externes. Fait qu'on reçoit des appels de partout au Québec. Puis on donne des conseils, on amène des gens, on transfère des patients. Fait qu'on fait comme, on couvre la garde en général. Puis ça, c'est le fun parce qu'on voit beaucoup de pathologies plus aiguës. On travaille habituellement avec une grande équipe parce qu'on a souvent des résidents comme dans cette équipe-là. Donc ça, c'est le fun, c'est comme une unité d'enseignement où est-ce qu'on peut comme faire plein de choses, voir plein de choses, interagir beaucoup avec les autres spécialistes dans l'hôpital. Donc, il y a les gardes, que c'est comme une grande partie du quotidien. Quand on n'est pas de garde, la plupart de la spécialité, comme le reste, est en clinique externe. Puis, on fait tous des cliniques de neurologie générale et des cliniques de notre surspécialité. Fait que moi, je fais des cliniques de neurologie générale et je fais épilepsie réfractaire, épilepsie de 0-3 ans. Puis, je couvre aussi certaines autres cliniques, là, comme présentement parce qu'on a des congés de maternité. Fait que je couvre quelques autres cliniques, là, mais qui ne sont pas nécessairement dans la surspécialité. Fait que ça a l'air un petit peu de ça en clinique externe. Puis, on a une grande partie de notre... comme quand on est clinicien académique, on peut choisir un petit peu là, de diviser le reste de notre temps. Est-ce qu'on fait plus de recherche? Est-ce qu'on fait plus d'enseignement? Est-ce qu'on fait plus de qualité de l'acte? Fait que moi, c'est comme un petit peu un mix des différentes strates. Comme je fais de l'enseignement à nos résidents, évidemment, mais je fais aussi... j'enseigne à des cours siglés à l'Université de Montréal et à l'Université de Québec en Outaouais. En termes de recherche, j'ai comme un labo conjoint avec un neurochirurgien parce que moi, mon intérêt en épilepsie, c'est la chirurgie de l'épilepsie. Et c'est vraiment sur ça que j'ai comme focusé dans mon fellow à Boston. Puis c'est ça le programme que je gère principalement là à Sainte-Justine. Fait que, comme on fait beaucoup de recherches là-dedans, beaucoup de collaborations et canadiennes et internationales pour essayer de comme avancer, là, comment réfléchir à différentes procédures chirurgicales. Puis dans tout ce qui est comme qualité de l'acte, ben, c'est comme encore une fois dans l'amélioration de notre labo là, de neurophysiologie à Sainte-Justine. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment est-ce qu'on peut avancer puis améliorer nos tests neurophysiologiques, l'expérience du patient tous les jours, l'expérience des résidents, des fellows, des étudiants qui viennent faire des stages avec nous. Fait que c'est un peu ça la pratique. C'est vraiment varié. Puis est-ce que les gardes sont bien occupés, mettons? Ah oui, extrêmement occupés. C'est sûr, ça, c'est comme une dizaine de consultes par jour, là. C'est vraiment très occupé. Okay. Fait que, ouais, mais c'est le fun. Est-ce que vous diriez que vous avez un bon ballon travail, vie personnelle? Oui. Moi, je pense que oui. Je pense que il faut faire comme... Quand on travaille en médecine académique, c'est très facile là, de tomber dans un piège de vraiment perdre cet équilibre-là. C'est très facile parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui se passent tout le temps. Il y a beaucoup de choses auxquelles on peut dire oui. Fait que c'est sûr que quand on est de garde, là, comme notre vie est un peu mise sur hold là, pour un certain moment parce que on fait une semaine à la fois, c'est 24 heures pour toute la semaine. Fait qu'on a des appels la nuit, on doit des fois rentrer la nuit comme... on doit regarder des EEG au milieu de la nuit. Comme des choses où est-ce que c'est un peu plus difficile une semaine, mais c'est cette semaine-là. Le reste là, du temps, quand on fait des choses en clinique externe, je pense que c'est très important là, de trouver un équilibre qui marche pour chacun. Fait que pour moi, c'est d'arriver tôt à l'hôpital. J'aime ça me réveiller tôt, arriver tôt à l'hôpital, de gérer comme
tout ce qui est comme les laboratoires qui sont rentrés, tout ce qui est les lettres des patients, les courriels, les vidéos qu'on a reçues d'événements paroxystiques bizarres, puis de voir, OK, là, on est inquiet, on n'est pas inquiet, on veut un EEG, on veut un IRM, on veut, tu sais, de gérer cet aspect-là, de trouver les moments dans la semaine où est-ce qu'on va se concentrer sur préparer une présentation. Puis moi, j'essaie tout de mettre dans les heures ouvrables. Fait que quand j'ai fini au travail, je vais à la maison, puis je travaille pas sur les choses du travail. C'est sûr que, tu sais, des fois, il y a des exceptions, mais la grande majorité du temps, quand on est capable d'arranger notre horaire, on peut finir nos choses, puis voir des patients, préparer nos présentations, travailler sur notre recherche et rentrer à la maison pour avoir une vie qui est normale. On a besoin d'avoir une vie équilibrée. Là. Ouais. C'est vrai que c'est important. Moi, j'ai une question un peu... Qu'est-ce que c'est la future médefemme en moi, probablement. Là, mais j'ai l'impression qu'avec les enfants, des fois, c'est comme plus difficile de laisser aller des choses qu'on a l'impression que c'est bénin. Surtout avec, des fois, la pression des familles et tout. Puis, justement, je vous entendais dire, est-ce qu'on a besoin d'un EEG ou d'un IRM? Des fois, est-ce que c'est comme plus facile de type dans le extra caution, mettons, avec les enfants, justement, pour être sûr de rien manquer de grave? Ou... Mais ça dépend. C'est ça. C'est une question qui est très difficile parce que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de notre expérience personnelle, comme quand on est devant le patient puis ce qu'on voit. Ça dépend de le patient en tant que tel. Ça dépend de la pression externe, justement, de la famille, d'autres mondes. Ça dépend aussi de comme les ressources auxquelles on a accès. Fait que, c'est très difficile de tout mettre ensemble et de décider. Donc, je pense que nous... Puis c'est aussi différent là, pour un spécialiste, un surspécialiste, puis pour un généraliste là, qui voit le même patient devant lui. Fait que je pense que l'important, c'est d'essayer de réfléchir vraiment à chaque cas, puis de pas penser à que tous les cas sont pareils, tous les cas devraient avoir comme la même prise en charge, parce que c'est là qu'on tombe dans un piège. Là. Puis c'est là que on voit qu'il y a certaines personnes qui voient que tous les 5 cas qu'ils voient, ils vont les envoyer en neurologie. C'est comme... Il faut réfléchir un petit peu parce qu'on a comme dans tout système public, on a des limitations des ressources. Fait que je pense que si on essaie de réfléchir, puis si notre conduite est logique, puis si on continue d'apprendre, c'est sûr qu'on va faire des choix qui sont de mieux en mieux. Fait que moi, je pense que c'est facile de prendre un téléphone, faire un coup de fil au neurologue, puis d'en parler, puis de voir, OK, comme j'ai tel patient, qu'est-ce que vous en pensez? Puis des fois, ça évite une consultation. Des fois, ça priorise une consultation. Puis ça fait en sorte que ça peut aller même beaucoup plus vite parce qu'on peut l'avoir comme la semaine même, pendant une semaine de garde, on les fait venir à l'hôpital. T'sais, si on est certain là, d'une prise en charge ou comme on est pas mal confiant, bien on l'a fait, on n'a pas besoin d'en parler. Mais comme je pense qu'il y a des fois où est-ce que les gens pourraient bénéficier de juste comme parler au téléphone. Surtout que les neurologues de garde, ben, on est là pour ça. Ça vient que l'expérience, c'est clair. Là. C'est sûr. Puis on voit comme de toutes les couleurs. Là. Il y a des gens qui font qui ont des prises en charge qui sont exceptionnelles. Il y a des gens qui ont des prises en charge qui sont moins bonnes, mais ça peut être. Il y a tout le temps toutes sortes de facteurs qui peuvent influencer ça. Là. On voit un cas où est-ce qu'on a manqué quelque chose. Là, on peut être hyper stressé pour les 20 prochains cas, puis aller peut-être dans le surdiagnostic, la surinvestigation, puis on ne veut pas non plus tomber dans ce piège-là. C'est pour ça que c'est important de vraiment réfléchir à chaque cas, comme vraiment penser, OK, qu'est-ce qu'il y a dans ce cas-là qui fait en sorte que je suis plus dans cette direction-là que cette direction-là? Est-ce que je veux en parler à quelqu'un ou non? Puis ça peut être comme je veux en parler à un collègue, parce que si mon collègue à côté ferait la même chose, ben je pense que c'est plus justifiable. Ou peut-être que je veux parler à un neurologue parce qu'il y a quelque chose de particulier. Puis je sais pas comment le prioriser comme il faut. Est-ce que si j'envoie une consulte, ça va être vu dans 1 an ou ça va être vu dans 1 mois? Comme je sais pas quand moi je signe le papier, qu'est-ce qui va être fait exactement. Fait que d'en parler, ça aide. Si je me demandais, on l'a dit un peu tantôt, là, mais les places pour neuropédiatrie au Québec, il y a 1 place par année environ. Comment vous donneriez un conseil aux étudiants qui, eux, ils veulent aller là-dedans, puis ils voient cette place-là, puis ils sont comme, est-ce que je vais être capable d'avoir le spot qui est disponible? C'est sûr, c'est super stressant. Mais moi, je pense que l'important, c'est... l'important en médecine en général, c'est d'avoir comme un esprit ouvert tout au long de nos stages parce qu'on peut découvrir des choses qu'on n'avait aucune idée. Fait que c'est important de comme approcher chaque stage avec comme un esprit ouvert puis de voir comme, OK, qu'est-ce que je peux, moi, retirer de ce stage-là? C'est peut-être ma dernière opportunité de voir ce genre de pathologie, ce genre de patient. Comme, chaque stage, là, il faut vraiment essayer de comme prendre tout ce qu'on peut. Puis des fois, ça peut nous surprendre.
Fait que quand on pense qu'on a un intérêt vers la neurologie pédiatrique, là, c'est d'essayer d'avoir une exposition là, pour vraiment bien voir, d'essayer de voir les choses qui sont connexes aussi pour, tu sais, est-ce que c'est vraiment la neurologie pédiatrique ou est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que j'aime? D'essayer aussi d'avoir, surtout que la plupart des neurologues pédiatriques sont en centre académique, d'essayer de voir est-ce que j'aime plus la vie académique, est-ce que j'aime plus la vie avec une pratique communautaire qui peut être hyper intéressante aussi. D'essayer d'avoir cette exposition-là aussi, ça peut aider. Puis si on est certain que c'est juste là-dedans qu'on serait heureux, ben là, ça serait d'essayer de cast a wider net, fait que d'appliquer à plus d'endroits. Parce que c'est sûr que si on est certain, puis il y a juste un poste, on peut être le meilleur candidat, mais on peut avoir une mauvaise journée. Ou il peut y avoir une personne avec laquelle on ne clique pas, ou il peut avoir, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent arriver qui sont hors de notre contrôle complètement. Fait qu'il faut tout le temps comme réfléchir à un plan B avec lequel on serait très heureux, puis ça peut être une autre spécialité, ça peut être un autre endroit, ça peut être d'autres choses complètement. Puis est-ce qu'il y a des caractéristiques que vous diriez qui sont importantes que la personne ait pour aller dans ce domaine-là? C'est sûr qu'il faut aimer les enfants, c'est sûr. Bon premier point. Ça, c'est très important. Il faut être très... il faut avoir comme un œil pour les détails. Parce que souvent, en neurologie pédiatrique, c'est comme un détail qui va tout changer. Il faut avoir comme une curiosité intellectuelle parce que comme quand on arrête de se poser des questions, c'est à ce moment-là qu'on tombe dans les pièges. Parce que tous les cas sont différents. Ils ont l'air d'être pareils, là, comme on peut avoir la même maladie, le même syndrome, mais il y a quelque chose de différent. C'est pas tous les patients qui vont avoir le même EEG, ils vont pas tous répondre à la même médication, ils vont pas tous répondre à la même comme ça va pas prendre le même nombre de temps, ils ont pas tous le même âge quand ils se présentent. Là, pour les discussions de conduite automobile, c'est pas toujours pareil. Là, les discussions de quel anticonvulsivant dans le contexte d'une fille qui va peut-être avoir une grossesse. Il y a tellement de facteurs. Puis il faut vraiment comme avoir cette curiosité-là, puis vraiment voir chaque détail, puis être comme, OK, ce cas-là, il est particulier pour telle raison. Puis je trouve ça intéressant que c'est particulier pour telle raison. Puis c'est pour ça que ma prise en charge ne va pas être la même que la prise en charge pour un autre patient, même si le diagnostic est pareil. Donc ça, si on n'a pas cet intérêt-là ou cette curiosité-là, c'est sûr que ça ne marche pas. Minutie-là, devant. Puis il faut vraiment être comme... il faut aimer faire de l'observation. Parce que notre examen physique, là, vous allez voir, en pédiatrie déjà, ça peut être difficile des fois, mais en neurologie pédiatrique, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas la collaboration complète. Beaucoup de choses qu'on doit observer, qu'on doit essayer de voir, de noter dans des vidéos qu'on va voir. On va regarder une deuxième fois, on va regarder une troisième fois. On va les observer dans notre salle avec comme des jouets, avec des crayons. On va les voir en train de manger. On va les voir quand ils sont distraits. Puis ça va nous donner tellement une richesse là, d'informations. Fait que si on n'a pas cet intérêt-là, cette qualité, là, comme on... Patience. Il faut avoir une certaine patience, c'est sûr. C'est pas la bonne spécialité. Là. C'est bon, ouais. Puis au niveau des emplois, tu sais, vu qu'il y a autant pas de place en pour la résidence, mettons, au Québec, est-ce que c'est dur, mettons, de revenir d'ailleurs pour essayer d'avoir un emploi dans les centres universitaires ici? Ben ça, je pense que c'est imprévisible. Imprévisible complètement parce que ça fluctue énormément. Dans les petites spécialités, là, un changement de une ou deux personnes, ça peut arriver tellement vite pour toutes sortes de raisons. Les gens peuvent déménager pour des raisons familiales, ils peuvent changer de pratique pour toutes sortes de raisons, comme personnelles, professionnelles. Ils peuvent avoir un offre de poste ailleurs pour une chaire de recherche, whatever. Fait que, ça, je pense que c'est trop difficile à prédire d'avance. Puis moi, quand j'étais en formation pour neurologie pédiatrique, tout le monde disait, il n'y a aucun poste au Québec, oublie ça, tu vas être au chômage. Puis en ce moment, il y a des postes à toutes les universités, là. Fait que, tu sais, on a tellement vécu un 360, fait qu'on sait, tu sais, ça change vite. Fait que ça doit pas être le facteur qui nous garde. Parce que si on fait ce qu'on aime, on va être heureux, puis on va trouver une option qui va nous rendre heureux. Ouais. Mais vous avez dit tantôt qu'il n'y avait pas nécessairement l'option d'être en communauté plus, mettons, éloignée. Bien, éloigné, c'est un peu plus difficile. Ouais. Juste à cause du volume de notre surspécialité. Mais en communauté, il y a plein de postes. Mais il y a des postes en communauté, là. Il y a plusieurs cliniques qui offrent, qui ont des neurologues pédiatriques. À Montréal, on en a au moins 3 qui ont des neurologues pédiatriques, là, des cliniques en communauté.
Dans les autres villes, il n'y en a pas encore là, au Québec parce que justement, comme leur bassin universitaire est assez pour servir le reste de la population, mais il y a des neurologues là-dedans, dans ces centres universitaires-là, qui font aussi du outreach, puis qui font des cliniques de temps en temps à un certain endroit, puis ils voient tous les patients en comme 1-2 jours, puis ils reviennent à une fréquence, là, je sais pas, tous les mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Fait que c'est des choses qui se font, c'est sûr. Puis il y a des besoins, là, puis en ce moment, c'est sûr qu'il y a des listes d'attente, il y a des besoins comme il y a de l'espace pour plus de neurologues pédiatriques. Ouais. OK, c'est bon à savoir. S'il y a une chose que vous avez à changer dans votre travail, qui vous aimez peut-être un peu moins ou qui vous dérange un peu plus, ça serait quoi? Ouf! Mais le travail en tant que tel, je pense que c'est vraiment le fun. C'est sûr que le fait de travailler dans un système de santé publique veut dire qu'il y a toujours cet enjeu de ressources. Puis les ressources, c'est à tous les niveaux, là. C'est les ressources humaines, les ressources financières, les ressources en termes d'équipement. Fait que ça, c'est un challenge. Fait que si je pouvais, comme, si j'avais une baguette magique, puis je pouvais, comme, éliminer ce challenge-là, puis dire, comme, OK, tous les patients que, je sais pas, je veux un EEG de 24 heures la semaine prochaine, je peux l'avoir. Tous les patients que je veux un IRM avec sédation, tu sais, ça, c'est long à avoir, là. Tous les patients que, tu sais, je veux, comme, des tests génétiques qu'on n'a pas encore, on ne peut pas encore commander au Québec sans avoir accès à un généticien. C'est le genre de choses, comme c'est plus des choses logistiques. Mais ça, c'est une partie normale du fait de travailler dans un réseau puis un système de santé publique. Puis c'est mon choix de travailler dans un système de santé publique parce que je crois dans le système de santé publique. T'sais. Il faut vraiment comme moi, je pense que c'est mieux de comme continuer de mettre les ressources puis continuer d'essayer le plus qu'on peut de travailler là-dessus, d'améliorer le système qu'on a, que de se dire, OK, mais c'est problématique, fait que je vais aller ailleurs. Puis surtout ayant vu comme le contraire complet là, à Boston, comme c'est vraiment... à Boston, là, les patients à l'urgence, il y avait leur IRM à l'urgence avec sédation. Il y avait un génome rapide à partir de l'urgence. Il était admis pour un EEG de 48 heures sans problème. Comme, il y avait accès à toutes sortes de médications comme sans aucun formulaire spécial à remplir. Fait que c'était très, très différent. Mais ça changeait la façon dont les gens pratiquaient la médecine. Et je trouve que ça faisait des moins bons cliniciens parce qu'on avait moins à réfléchir, moins à comme justement penser aux ressources, puis penser à quel est le test le plus important, quel est le test le plus urgent. Il n'y avait pas cette partie-là de leur réflexion. Et encore plus que ça, ce qui me dérangeait, c'est l'accès était inéquitable. Non, c'est ça. Donc ça, c'est comme, je trouve ça fou là, de dire que on a 2 patients avec le même problème, puis ils n'ont pas le même traitement parce qu'ils n'ont pas le même accès. Ça, c'est fou. Fait qu'au Québec, même s'il y a des problèmes... Ça crève-cœur pour des enfants en plus. Oui, c'est ça. Ça paraît formidable pour la moitié de la population qui a un super bon accès, mais le reste qui ont 0 accès, mais là, c'est ça. C'est vraiment de l'injustice. Hein? En tout cas. Mais oui. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour les étudiants qui sont en première, deuxième, troisième année ou même pas encore en médecine, qui cherchent un peu leur voie puis qui se demandent dans quoi ils veulent aller? C'est vraiment juste de continuer d'explorer, vraiment de garder un esprit ouvert, de donner la chance à chaque stage, à chaque jour, à chaque interaction. Ça se peut qu'on ait une interaction mauvaise, ça se peut qu'on ait un stage qu'on n'a pas aimé, ça se peut qu'on ait un patron qu'on n'aime pas du tout. Ça arrive à tout le monde. Il faut essayer de c'est difficile, mais il faut essayer de tout le temps redonner une autre chance. Parce que on peut vraiment être surpris là, par ce qu'on va apprendre des autres, puis ce qu'on va apprendre de nous-mêmes. Puis c'est vraiment, honnêtement, la partie formation de notre parcours, c'est vraiment des belles années. Puis vous allez voir comme, quand vous allez regarder en arrière, vous allez dire « Wow! » comme c'était vraiment une belle période. C'était une période parce qu'on a appris, on était dans un milieu protégé, supporté, avec des opportunités que vous n'allez plus jamais avoir. Tu sais, cette possibilité-là de poser ce genre de questions, plus tard, vous allez perdre un peu... ben, j'espère que non. Mais on perd avec le temps cette curiosité pour les choses qu'on ne touche pas tout le temps. Mais quand on est au début, quand on est en médecine, on a cette curiosité-là pour tout. Parce que tout est nouveau. On peut apprendre tout. On est comme encore indifférencié dans un certain sens. Là, on peut continuer d'apprendre dans tous les sens. Fait que
je trouve que il faut prendre le temps d'apprécier le chemin et pas juste penser comme à où est-ce que ça va aboutir. C'est beau. Ouais, vraiment. Il va falloir que je réécoute ça quelques matins avant d'aller à mes stages. Non, c'est vrai. Mais merci beaucoup, ça a été super le fun. Oui, merci énormément. Merci d'avoir reçu. Et bonne chance. Merci. Merci.